Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'usure du corps en randonnée. Donc toutes les petites choses qu'on peut rencontrer quand on commence à se lancer dans la randonnée, que ce soit la journée ou itinérante. Et pour ça, je suis avec Guillaume qui est formateur en secourisme en montagne. Je peux te laisser te présenter, comme ça va être encore plus simple. Merci Nora. Du coup, je suis Guillaume, je suis formateur en secourisme, ancien infirmier militaire chez les chasseurs alpins et j'ai une chaîne de vulgarisation du secourisme pour les montagnards. Quel type d'usure on peut rencontrer avec la pratique de la randonnée, que ce soit de la randonnée à la journée ou des itinérances Alors il y a différents trucs, ouais, il y a assez classiquement l'insolation qui est aussi liée au manque d'hydratation. Ouais. Et donc oui, le fait que le soleil tape directement sur ton crâne et donc fait chauffer ta boîte crânienne, déshydrate, et puis du coup ça entraîne une inflammation, ton cerveau gonfle et après t'as plus la capacité de réflexion, tu as des vertiges, nausées, bref. Faut savoir que la nausée c'est clairement un problème neurologique, donc quand le cerveau va pas bien. Voilà, c'est bon à savoir. C'est souvent quand quand tu as de la nausée ou des vomissements, c'est lié à un problème cérébral en montagne. Après, au niveau de l'usure aussi, tu vas avoir le fait d'avoir trop de soleil qui va venir sur ta peau, donc le classique coup de soleil. Et il faut savoir que plus tu montes en altitude, moins il y a de couches d'atmosphère qui va venir filtrer et emmagasiner les ondes et donc la chaleur. Et donc plus tu vas cramer. Plus tu montes, plus tu auras de risque de te brûler la peau. Cette intensité lumineuse va donc cramer la peau. Et puis après tu vas avoir aussi un autre problème, c'est souvent sur les milieux qui sont un peu blancs, donc majoritairement la neige, mais tu peux aussi l'avoir sur des rochers comme le calcaire. Si tu es longtemps sur un rocher un peu calcaire, tu as une réverbération qui est très importante de la lumière, et donc le rayon lumineux va venir taper sur ta cornée et faire un coup de soleil de l'œil, qu'on appelle une ophtalmie. Et cette ophtalmie, en fait, comme le coup de soleil, tu le sens pas tout de suite, tu vas le sentir à retardement. Et donc, en fait, c'est souvent le soir, quand tu vas dormir, que tu vas avoir les yeux qui vont commencer à gratter. Et ça, c'est le tout premier signe de l'ophtalmie. Tu as l'œil qui est tu as un grain de sable dans l'œil. D'accord. Mais le souci, c'est que en fait, si tu commences à sentir ça, il faut que tu attendes que l'effet du soleil soit complètement dissipé. Et ça peut arriver d'avoir carrément une incapacité de voir. Côté chaleur, en fait, bien se protéger pour éviter, en prévention, pour éviter tout ça, c'est la casquette, le chapeau, les lunettes de soleil, des choses comme ça, les crèmes solaires. Exactement. Le mieux quand tu es vraiment en altitude, ça reste quand même un chapeau parce que ça va te protéger les oreilles, le cou. Effectivement. Et après, tu as les protections chimiques qui sont tout ce qui va être crème solaire. Qui vont venir s'étaler. Le côté mettre une chemise, mettre un chapeau, c'est vachement plus efficace parce qu'une fois que c'est fait, certes t'as peut-être un peu plus chaud, mais c'est bien protégé. Voilà, c'est bien mieux protégé. Le froid, ça va être un truc en plus qu'on peut avoir à des moments où on s'y attend absolument pas. Genre, c'est pas rare de voir en montagne de la neige au mois de juillet, parce que tu vas avoir différents fronts de chaleur, météo qui vont venir se percuter, déclencher un orage, et après, les températures baissent drastiquement d'un coup. Donc ça peut arriver très bien en été, mais aussi forcément plus en hiver. Mais le froid, c'est vraiment quelque chose qui va venir déranger toute la mécanique du corps. Parce que nous on est homéotherme, donc ça veut dire qu'on a un maintien de notre température à 37, mais pour ce faire, il faut qu'on dépense beaucoup d'énergie. Donc il faut qu'on mange beaucoup pour pouvoir faire de la chaleur. Il fait grand froid dehors, il faut beaucoup manger pour produire ta chaleur. Et en plus, ta chaleur, elle est liée à ton activité musculaire. Ce sont tes muscles qui créent ta chaleur dans ton corps. Donc ce qui va faire que, en plus de ça, l'impact du froid va modifier ton fonctionnement et également la répartition de la chaleur dans ton corps par les vaisseaux sanguins. Tu vas très bien pouvoir produire de la chaleur au niveau du buste, mais elle sera dispersée après dans le reste grâce au sang.
Et avec le froid, la majorité du temps, en fait, on va avoir une vasoconstriction, donc on va avoir moins de sang qui va arriver jusque dans les doigts, ou les orteils, ou les oreilles, les pommettes, toutes les extrémités. Le nez, voilà. Exactement. C'est parce que tout simplement c'est loin, c'est difficile à avoir, et puis c'est pas primordial pour le corps. Tu vas avoir le cerveau qui va avoir la priorité numéro 1, le cœur en 2 et le foie en 3. Et après le reste des organes qui sont là pour faire digérer. Ce qui fait que si tu commences à avoir du froid, eh bien tu vas avoir donc le sang qui va plus venir jusque dans les doigts, les orteils et ainsi de suite, et donc tu vas pouvoir avoir s'il fait un froid intense, tu vas avoir des gelures, c'est-à-dire que en fait vu que tu n'as plus de sang et de chaleur dans les pieds ou autres, eh bien les cellules vont geler elles-mêmes. Et donc les cristaux de gel vont détruire les cellules, et bref, tu vas avoir tout un tas de problèmes qui seront à gérer après à l'hôpital. Mais après, il y a un autre truc qui est plus lancinant, c'est l'engelure. D'accord. L'engelure, en fait, c'est un mécanisme qui fait que du coup, il y a moins de sang qui arrive dans les extrémités à cause du froid, et qui va donc moins distribuer de nutriments. D'accord, d'oxygène, de glucides, ainsi de suite. Et donc tes cellules vont moins bien fonctionner. Vu qu'elles vont moins bien fonctionner, elles vont s'user plus vite et elles vont mourir. Et donc tu vas avoir des marques qui vont arriver, tes doigts seront un peu violets, tu vas avoir, enfin bref, au début ils seront blancs, mais après ils vont être un peu violets, ça va piquer, ça va faire des fourmis qui seront, des sensations vraiment désagréables. Et ça c'est dû donc à ce manque d'hydratation. Et t'es pas obligé d'être dans des températures négatives pour avoir l'engelure. D'accord. Tu vas commencer à avoir des engelures à partir du moment où tu as une température de 8-9 degrés. Mais avec beaucoup d'humidité. Parce que les facteurs qui refroidissent, c'est majoritairement du vent et de la pluie, quoi. L'humidité que tu as dans l'air. Voilà, ça c'est les deux facteurs qui, au cumulé, font un effet frigo fantastique. Et c'est souvent les pieds qui prennent ce truc-là, parce que tes chaussettes vont se mouiller en marchant, parce que tu transpires, et que comme il fait frais, en fait, tu vas être emmerdé. Donc là, pour éviter ce genre de cas, faut essayer d'avoir toujours les pieds déjà au sec au maximum, j'imagine, parce que même avec la transpiration, il faut réussir à peut-être sécher les pieds. Du coup, comme l'engelure vient de l'humidité et de la température, il faut jouer sur l'un des deux facteurs. C'est-à-dire que si tu as des chaussettes qui peuvent être humides mais qui vont te maintenir au chaud parce que c'est une laine mérinos ou autre, là ça va te permettre de rester... ça peut suffire. Ça peut suffire. Et après oui, le fait de sécher tes pieds tous les soirs ou peut-être plusieurs fois dans la journée, changer tes chaussettes, ça c'est vraiment quelque chose qui est primordial pour le maintien par rapport à l'engelure, mais qui sera aussi primordial dans l'usure que tu vas avoir à cause de l'équipement en fait. Si on fait de la rando en montagne et en haute altitude, là on va avoir tout ce qui va être risque lié à l'hypoxie, donc le manque d'oxygène lié à l'altitude. C'est ce qui est lié souvent le mal des montagnes, c'est ça? C'est dans cette catégorie-là du coup, par exemple. Le mal des montagnes, c'est un des problèmes qui est souvent présent dans les treks en haute altitude. On peut l'entendre souvent sur des copains qui sont partis en Himalaya et tout, ils en parlent assez souvent. Mais c'est pas un problème qui est seulement exotique. Ça va être un problème qu'on va avoir aussi en France, puisque en France en tout cas, à partir de 2500 mètres, on peut commencer à faire des signes de MAM. Et le problème du MAM, donc c'est un problème lié à l'usure, c'est le fait de rester trop longtemps en fait, plus longtemps que ce que le corps est capable d'absorber en altitude. Ça va être lié à ta dette d'oxygène, c'est-à-dire que ton corps il a l'habitude de fonctionner avec une certaine quantité d'oxygène, et si tu ne l'as pas, en fait, au fur et à mesure, ton corps il peut pas s'habituer immédiatement, et donc tu vas avoir des problèmes qui vont être maux de tête, anorexie, donc avoir des difficultés à manger, tu vas avoir même des insomnies qui vont arriver, jusqu'à même en fait après pousser sur d'autres problèmes qui sont liés toujours à ce manque d'oxygène, qui vont être différents œdèmes. Alors on va pas rentrer dedans, c'est vraiment quelque chose qui arrive très loin. C'est plus poussé quoi. Et ça, pour éviter ça, le seul moyen, c'est d'habituer son corps petit à petit. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il y a
des médicaments qui peuvent être pris pour faciliter l'absorption de l'oxygène. Mais ça déjà, ça veut dire que tu t'attends à être en haute altitude en permanence. Mais le mieux, parce que les médicaments font pas tout, ça sera quand même et majoritairement de préparer sa vie en altitude et donc d'aller régulièrement au-dessus de 2500 mètres. Au début tu pars à la journée, tu montes, après tu redescends dormir un peu plus bas et ainsi de suite. C'est vrai que moi ce que je trouve être l'usure la plus importante liée au matériel, c'est tout ce qui va être frottement et brûlure. Donc la toute première que tout le monde a expérimenté dans sa vie, normalement, c'est... Les ampoules. Exactement. Je pense qu'on y passe tous à un moment ou un autre, clairement. Ouais, c'est vraiment quelque chose... voilà. Et après, en plus, ça peut être des ampoules qui peuvent être à plein d'endroits différents. Majoritairement, on pense tous aux godasses et avec ton ampoule que tu as sur le talon ou alors sous la voûte du pied parce que tu n'as pas l'habitude de marcher. Mais je sais que moi, au tout début, quand j'utilisais les bâtons, j'ai commencé à avoir des ampoules au niveau de la main. Bref. Donc ça va être vite très emmerdant. Parce que l'ampoule, on l'a tous senti, c'est très douloureux et puis ça reprend de la place, puisque ça gonfle et tu vas être embêté parce que ça va faire que se majorer si tu es obligé de continuer. Les blessures liées au frottement, tu peux aussi avoir, et c'est souvent le cas quand tu as un sac qui est un peu trop chargé et pas très bien réglé, c'est des brûlures au niveau du bas du dos que tu vas avoir soit sur le côté, soit vraiment au niveau des reins, là où repose ton sac, juste au-dessus de l'os iliaque, du bassin. Et donc à cet endroit-là, tu peux faire la même chose. Si tu sais que tu es sujet à ça et que tu commences à avoir des frottements, ta peau est un peu plus rouge et que tu sens que, par exemple, quand tu prends ta douche, que ça te brûle un peu, ça veut dire qu'il y a déjà un échauffement qui est en train de se faire, une brûlure qui est en train de se mettre en place. Et donc, il va falloir le protéger au maximum. Alors, pareil, même chose, tu peux mettre du sparadrap ou tu as soit l'élasto, donc c'est une bande élastique collante que tu peux mettre dessus, qui va en fait, comme elle est élastique, elle va emmagasiner le frottement. Et après, il faudra le changer quasiment tous les jours parce qu'en fait, il va bouger, et donc ça va se ratatiner, mais ça peut être une ça permet au moins d'éviter que ça empire. Exactement. Et surtout que ça devienne très handicapant après. Il faut encore 3 jours pour arriver à la maison. Le poids du sac va entraîner des douleurs qui vont être dans le dos. Souvent, ça peut tirer les épaules, te faire des douleurs qui sont assez hautes dans le dos, ou alors carrément le classique dans le bas des reins. Et là, en fait, pour le traiter, c'est entraînement. Déjà, muscler le dos, j'imagine, tout ce qui est musculature, ça joue beaucoup, en fait. Exactement. T'as ça, tu as le truc qu'il faut impérativement faire aussi, c'est de s'étirer et de travailler son muscle après l'effort. Donc tout ce qui va être étirement, ce qui va être massage aussi, que tu peux faire, qui vont te permettre de récupérer plus rapidement et donc du coup continuer ton trek encore plus longtemps et d'une meilleure façon. Et bien tenir sur la durée. Après, l'autre truc que tu peux avoir aussi avec le poids, ça va être tout ce qui va être douleur dans les membres inférieurs. Donc souvent c'est les genoux qui prennent en premier. Parce que c'est un endroit qui est peu articulé. Donc du coup, il n'y a qu'un seul moyen il y a toute la force qui va que dans un seul sens à chaque fois, contrairement à ta cheville, à ta hanche et tout. Donc c'est là où ça va prendre le plus. Donc là, par contre, si tu commences à avoir des douleurs, c'est-à-dire qu'il faut réduire le poids, qu'il faut réduire la cadence, qu'il faut vraiment tout changer. Et même je dirais que quand tu as une douleur qui commence à venir à cet endroit-là, il faut vraiment se poser la question de comment on continue. Et parce que on reste sur du loisir. Oui, c'est ça, faut pas non plus détruire la santé physiquement pour juste entre guillemets le plaisir d'aller randonner après, quoi. Et du coup, le dernier point qui est de l'usure liée à l'effort, ça va être aussi sur des points de vue osseux. Donc des blessures que tu vas pouvoir avoir parce qu'en fait tu sollicites trop tes os. Et ça, on n'y pense pas du tout. Enfin, c'est pas le premier truc auquel j'aurais pensé, que les os en eux-mêmes pouvaient changer. Souffrir. En fait, c'est
l'os est vivant comme le reste de ton corps. En fait, une fois que tu as fini ta croissance, en fait, il travaille toujours, il se construit et il se détruit en permanence. Et du coup, quand tu vas marcher longtemps, tu vas avoir en fait ton os qui va faire toujours le même mouvement. Enfin, au niveau des articulations, ça va faire toujours le même mouvement. Et tu vas avoir en fait des usures qui vont venir faire des micro-fractures. Okay. Et ces micro-fractures vont faire en fait au fur et à mesure gonfler l'os. Okay. Et donc entraîner des douleurs à ce moment-là, mais également dans c'est une inflammation, mais le fait que ton os gonfle, ça va aussi entraîner un os qui va être plus poreux et donc plus fragile. Et donc tu vas potentiellement faire d'autres fractures là-dessus et voir une plus importante qui va être vraiment handicapante. Ouais. Alors ça, c'est quand même valable sur des efforts qui sont longs. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va arriver au bout de 2 jours. Ouais. Mais si tu pars sur un trek de 3 mois, ou alors si tu fais une grosse saison, c'est-à-dire que tu t'es mis un objectif fou cette année de faire la traversée intégrale bref, t'as un objectif fou et tu te donnes à fond pour t'entraîner et tout. Et t'as le souci que en fait, le temps de récupération n'est pas forcément adapté, donc ton os ne peut pas cicatriser comme il faut, tu le sursollicites et au bout d'un moment ça casse. Souvent, il y a quand même des petits signes, tu vois, une difficulté à bouger ton articulation, enfin quelque chose. Mais après, c'est lancinant, c'est assez, comme tous les problèmes en fait, dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose que tu sens pas directement si tu ne le connais pas, si tu fais pas attention à tout ça. Du coup, tu te retrouves à être à découvrir des choses trop tard. Alors que justement, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo, c'est que si tu les connais avant, tu vas pas te blesser, tu vas pouvoir anticiper la chose. Comme la grenouille dans le bac d'eau chaude, si tu la mets directement dans de l'eau bouillante, la grenouille va vouloir sortir, mais si tu la laisses dans l'eau froide qui va bouillir, elle va rester dedans et elle va mourir. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire que toi tu vas pas sentir les différences de variation qu'il y a, et donc au bout d'un moment... C'est vraiment un moment où ça va être très douloureux ou très handicapant que là on se dit il y a peut-être un problème, mais le problème est déjà très important, quoi. Et après, il y a un facteur aussi qui est assez important. Enfin, ça, moi, je l'ai vu beaucoup quand j'étais infirmier militaire. C'est que les gens, avec l'objectif qu'ils ont, en fait, écoutent beaucoup moins leur corps. Parce qu'il faut y aller, quoi. Et du coup, ça va arriver parce qu'ils forcent, et crac, ça pète. Donc ça, faut vraiment être vigilant là-dessus, de ne pas vouloir trop forcer. Plus tu as l'habitude de faire de l'effort, moins tu seras gêné par l'effort. Donc ce qui fait que quelqu'un qui était sédentaire parce qu'il travaillait dans une tour à la Défense et qui se dit allez, je fais la traversée je fais le GR5, donc traversée intégrale des Alpes, il est possible qu'il casse un morceau. Il y a des conséquences quand même. Mais les problèmes liés aux fractures de fatigue et tout sont, comme on dit, assez quand même exceptionnels. Ça demande, ça vient chez quelqu'un qui a l'habitude de forcer et de le faire. Par contre, tu vas avoir un truc qui est quand même beaucoup plus présent. Ça va être tout ce qui va être lié au manque d'alimentation ou d'hydratation. Et le tout premier, ça reste la déshydratation. Donc le fait que tu n'aies plus assez d'eau pendant ton effort, qui peut entraîner des gros problèmes. On a parlé de l'insolation tout à l'heure, c'est en lien, c'est clairement un lien, l'un va avec l'autre. Parce que de toute façon, en plus de ça, tu vas être moins performant si tu es moins hydraté. Quand tu vas commencer à être déshydraté, tu vas être moins performant. Il faut savoir que quand tu perds 1% d'eau de ton corps, tu perds 10% de ta force et de ta capacité de raisonner. Donc c'est quand même énorme. Donc cette déshydratation, il faut vraiment faire attention, il faut vraiment l'anticiper, il faut vraiment faire en sorte qu'elle n'arrive pas. Cette déshydratation. Donc ça va être forcément, il faut boire et surtout il faut anticiper la soif. À partir du moment où tu as soif, c'était déjà 1% de déshydratation. C'est ça. Et après, sur des efforts à long terme, le mieux c'est d'avoir une eau isotonique, donc ça veut dire qu'il y a la même quantité de molécules dans l'eau que ton sang. Parce que déjà, c'est plus facile à digérer, ça va retenir ton eau. C'est-à-dire que tu vas
Oui, tu vas un peu moins transpirer, tu auras moins soif du coup. Ok. Et puis ça t'apporte en même temps plein de nutriments qui sont dedans. Donc c'est des boissons que tu peux avoir, enfin que tu trouves régulièrement en magasin de sport pour tout ce qui est trail et musculation, tout ça. En fait, t'as des poudres qui sont. Ça se présente sous forme de poudre du coup, c'est ça? Souvent c'est des poudres ou alors c'est des petits cachets effervescents qui vont. Qu'on met dans l'eau. Ouais. Ok. Donc c'est bien de pouvoir prévoir ce genre de choses dans le sac et puis au fur et à mesure de son itinérance ou de sa rando, de mettre ça dans son eau pour compléter. D'autant plus si tu es en altitude. Parce que en fait, l'eau des glaciers, c'est de l'eau de la neige qui est donc déminéralisée, qui tombe directement dessus et après en fait il faut qu'elle se reminéralise. Et pour ça c'est assez long et donc si t'as pas l'habitude de boire cette eau, il faut impérativement mettre des trucs dedans. Donc classiquement on dit de la tisane, mais c'est pour ça que je parle de la boisson isotonique. Ça permet vraiment de gagner de l'eau et donc du coup, d'alimenter ton eau en nutriments et donc de faire en sorte que tu puisses la digérer et la conserver surtout. Après souvent dans les doses qu'ils te mettent dans ces trucs là, en fait c'est en gros ils te mettent pour 1 litre, ils te mettent une dose qui est fantastique, qui est vraiment énorme. Moi je la divise toujours par 2. Ok. Parce que sinon c'est trop. C'est trop. C'est trop. Ok. Et puis pour faire de l'effort, pour que ton muscle il fonctionne comme il faut, que tu puisses emmagasiner toute la charge que tu portes et ainsi de suite, faut pas oublier de manger. Du coup, la base aussi, voilà, c'est la base, mais c'est vraiment s'alimenter en permanence, pas forcément attendre que tu sois à l'arrêt en train de pique-niquer et tout ça. Mais faire régulièrement des pauses, tu vois, toutes les heures, 2 heures, et manger grignoter un morceau, pour alimenter, parce qu'en fait si ton muscle n'a plus de carburant, en fait il fonctionne plus et du coup à ce moment là comme il fonctionne plus, comme il a plus le carburant qu'il faut mais que tu lui demandes de travailler, et il va se bouffer lui-même. Ok. Donc, oui, on arrive à ce point-là, ok. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, alors certes, tu as du temps avant, dans le sens où tu vas avoir du gras qui va partir de tes réserves que tu as naturellement, mais quand même, ça va abîmer ton muscle qui va essayer de récupérer tout ce qu'il peut assez vite, assez proche. Et ce qui est assez vite, assez proche, c'est lui-même. Ok. Donc tu peux avoir des problèmes comme ça qui vont... et c'est pour ça que tu as des crampes, c'est pour ça que tu as tous ces petits problèmes-là, des tendinites et tout ça, parce que en fait, tu n'as pas l'alimentation qui va bien dessus. Sans parler de l'hydratation qui est le plus important quand même. Oui. Et puis après, tu as donc la dernière blessure, ou mécanisme de blessure qui est lié à l'effort, c'est donc le mouvement sur le muscle et tout ça. Le muscle et le ligament. Et là en fait c'est le fait de répéter toujours le même geste. Tu vas avoir souvent tes tendons qui vont bouger d'une certaine façon. Et souvent, alors tu parlais tout à l'heure du tenseur des fasciae latae, donc le syndrome de l'essuie-glace. C'est parce qu'en fait il y a une petite boule sur le côté de ton genou et ton ligament en fait il passe dessus en permanence et comme il n'est pas habitué, ce petit frottement, ça fait comme ton ampoule en fait. Oui. Ça fait comme ton ampoule et au bout d'un moment, en fait, ça va s'inflammer, donc ça va gonfler parce qu'il est irrité. Donc, qui dit que c'est gonflé, ça prend plus de place que d'habitude. Donc, du coup, ça fait mal. Du coup, voilà. Et le fait de continuer, ça continue et ça se majore de plus en plus. En fait. Plus c'est gros, plus après ça va être pire, quoi. Donc, du coup, le seul traitement là, c'est l'arrêt de l'effort. En tout cas, la limitation importante parce qu'il ne faut pas s'arrêter de faire du sport. Mais, et puis après ça va être glaçage, donc mettre du froid dessus et puis s'hydrater et puis aller voir un doc pour qu'il te traite comme il faut. Et mais du coup pour l'effort, pour l'usure liée à l'effort, en fait ce qui est le pilier qui va faire que tu n'en auras pas, c'est l'entraînement. Donc augmenter ta charge d'effort au fur et à mesure, pas rester sur pas te dire allez comme on disait demain je fais la traversée intégrale des Alpes, quoi. Oui, c'est ça. Donc ça peut pas se faire en fait. Ou en tout cas ça se passera pas forcément bien. Il y aura des conséquences. Complètement. Le corps il dira à un moment non, c'est pas possible. C'est ça, parce qu'il n'a pas l'habitude et donc du coup il n'a pas renforcé les parties qui en ont besoin et que tu vas te retrouver comme un fruit. Donc là on a fait un beau tour déjà de tout, on va dire les 3 piliers qui vont amener de l'usure sur le corps lié à l'effort de la randonnée.
Et en fait, moi, ce que j'en retiens, c'est globalement pour prévenir déjà en amont, il y a une grosse part de préparation physique, préparation au niveau de l'équipement, on disait. En fait, il y a... La base, déjà, ça va être ça. Après, ça va être d'essayer de bien écouter son corps pour détecter ce qui ne va pas avant que ça devienne trop grave. Mais voilà, une bonne préparation, détecter, être capable de détecter ça, et puis après, soigner en conséquence, faire les bons gestes derrière, en fait. Complètement. Il y a une grosse part, en fait, pour éviter tout ça, c'est de se connaître. Et donc, pour se connaître, il faut s'entraîner, il faut se préparer. Et du coup, ce qui va faire que tu seras plus à l'écoute aussi des petits signes. Et donc, tu vas tout anticiper. Et si tu es à l'écoute de ces petits signes qui apparaissent, tu ne seras pas obligé de t'arrêter pour soigner tes ampoules. Voilà. Si tu as tout préparé, si tu as vraiment tout anticipé, enfin pas tout anticipé, c'est impossible, mais voilà, anticiper un maximum de choses, et en fait tu seras plus à l'aise et tu pourras profiter franchement de ton trek. Merci d'avoir partagé tous ces conseils, parce que c'est hyper important que tous les randonneurs aient conscience des choses qui peuvent arriver avec l'usure et l'effort fourni par le corps en randonnée. Et pour avoir plus de conseils, notamment sur la partie sécurité, secourisme, etc., je renvoie tout le monde vers ta chaîne YouTube, où là, il y aura vraiment tout un panel de conseils hyper intéressants. Également, on va faire une vidéo sur ta chaîne, où là on va parler préparation, côté préparation randonnée, donc pour éviter d'en arriver à ces petits soucis techniques, mécaniques. Donc tout va se passer sur la chaîne de Guillaume.